c'était pour moi vraiment une occasion exceptionnelle et je ne cesse à chaque fois de mesurer la chance qu'on a d'avoir des opérateurs économiques qui s'investissent dans l'éducation, espérant quand même que d'autres structures leur emboîtent le pas. Ça, c'est un appel que je fais très souvent parce que le chantier est immense, le besoin est grand et on a envie que tout le monde mette la main à la pâte. Donc, encore une fois, ravi et bravo pour le choix de la thématique. Merci à vous encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je passe à notre deuxième panéliste, toujours avec la gente féminine, honneur aux dames. Après, on passera à Monsieur Mohamed Sabri. Donc, je vais commencer, ou là, je vais enchaîner plutôt avec Madame Lamia Husni, qui est Head du P Curiosity Lab. Madame Leila, qui est Lemia plutôt, qui est engagée au service de la communauté et des communautés rurales, qui est passionnée par l'accompagnement des innovateurs et qui actuellement dirige le Pi Curiosity Lab au sein de l'Université Polytechnique Mohamed V. Mohamed VI, pardon. Elle assure donc une transformation menée par la communauté pour les zones rurales à travers l'Afrique grâce à des services qui sont qualifiés par inclusifs, durables et innovants. Donc, sans trop d'arté, je passe et je cède la parole à Madame Lemire pour une brève présentation également. Merci Yacine pour cette brève présentation qui reflète exactement ce que je suis en train de faire. En tout cas, je vous remercie, je remercie Inactus Maroc de cette invitation et de cette occasion de débattre effectivement d'un sujet extrêmement pertinent pour notre pays. Moi, je dirige le P-Curiosity Lab, qui est un lab d'innovation qui est axé sur la création de services innovants, inclusifs et intégrés pour la population rurale. Pourquoi la population rurale? Parce que tout simplement, elle représente 70% de notre territoire. Donc, s'il y a un effort à faire et des challenges à relever, surtout entrepreneuriaux et d'innovation, ça concerne cette population-là. Pourquoi service? Parce que nous centrons toute la création et de l'innovation de l'entrepreneuriat autour de services. Nous sommes une équipe à peu près de 5 personnes, avec pratiquement une existence de 2 ans au sein de l'UM6P, effectivement, axé sur le territoire proche écosystème UM6P, c'est-à-dire étudiants UM6P 1337 et YoCode, mais pas seulement. On est ouvert aussi aux étudiants marocains et tout porteur de projets issus du Maroc et aussi de l'Afrique subsaharienne. Parfait. Donc, merci pour cette présentation, Madame Leïla. C'est un immense plaisir aussi de vous avoir parmi nous. Je passerai à notre troisième panéliste, Monsieur Mohamed Sabri, qui est directeur adjoint de l'ENCG Bni Mellal, qui est coordinateur de la filière sciences économiques de gestion à l'université Moulay Slimane. Bienvenue encore une fois, c'est Sabri. Marhaba bik معنا. Je vous cède la parole pour une brève présentation. شكرا سي ياسين rebonjour à tout le monde, Madame Leïla, l'Oustada Lamia et toutes les personnes qui suivent cette émission de très près. Bravo aussi à l'équipe Inactus d'avoir choisi cette thématique qui est une thématique d'actualité parce qu'on en a besoin quand on voit la déperdition scolaire, quand on voit aussi les gens qui ont des diplômes et qui sont inactifs. Je pense que c'est un effort à redoubler pour pouvoir mener des actions de très près et permettre aux gens d'avoir des qualifications et des compétences leur permettant d'être actifs et actifs dans la vie économique. Je coordonne la filière sciences économiques et gestion et comme a dit Madame Leïla, je suis aussi impliqué dans le réseau Maroc Entreprendre, région Marrakech et Ben Grir, parce que tout simplement nous avons initié à l'université Sultan Moulay Slimane de Bni Mellal depuis 2012 des actions dans ce sens sur l'entrepreneuriat en organisant des journées entrepreneuriales et on essaie un peu de faire sortir des étudiants des classes et des amphis pour découvrir autre chose, découvrir le monde professionnel
professionnels, ramener les professionnels dans l'université, échanger avec les étudiants, les intéresser par des stages, par le travail et les accompagner pour la création d'entreprises. Nous avons réussi à tenir ce rythme régulier chaque année et nous avons organisé cette année la 8e édition, on l'a organisée en ligne et c'était une conférence internationale parce qu'on a fait intervenir des gens des États-Unis, du Sénégal, de l'Europe, de la Pologne aussi et bien sûr du Maroc pour échanger un peu sur les différentes pratiques et essayer d'encourager et d'aider les jeunes du Maroc à se retrouver en activité. Donc, bienvenue à cet échange, à cet espace d'échange. Nous allons essayer de partager ensemble des idées et des réflexions dans le but de repenser peut-être et d'imaginer, comme vous l'avez souligné, l'éducation d'ici quelques années. Très bien, donc tabarakallah alikoum, j'aimerais le dire à tous nos intervenants pour l'excellent travail qu'ils accomplissent. Je ne manquerai pas de souligner le fait que nous n'avons pas pu avoir parmi nous Mme Rita Al-Qadiri et M. Younes Kchia en raison d'engagement professionnel. Donc, nous aurons aimé aussi les avoir avec nous pour pouvoir discuter effectivement d'un ensemble de points. Et justement, j'enchaînerai dans ce sens avec l'objectif de ce panel. Le panel que nous constituons aujourd'hui sera une opportunité d'échange autour des leviers, des nouveaux dispositifs dans le secteur éducatif, ainsi qu'une réflexion sur le co-développement d'un écosystème, bien des systèmes d'éducation inclusif au Maroc. Lors de ce panel, nous questionnerons les nouveaux modèles d'apprentissage inclusif. Dans le but, nous aurons principalement 3 buts, ou bien un but triple. Le premier serait d'assurer un travail de projection à l'échelle 2030, vu que nous nous situons dans les objectifs du développement durable, donc les ODD ou les SDG, si on aimerait les appeler en anglais. Deuxième objectif serait d'identifier les leviers d'action entrepreneuriale qui permettent d'instaurer un système d'apprentissage inclusif. Et le dernier objectif de ce panel serait de mettre en lumière le rôle de la technologie dans la démocratisation de l'enseignement et celui de l'éducation au service de la citoyenneté. Donc, nous évoquerons principalement 5 points. Nous parlerons de l'éducation au Maroc et nous répondrons à la question quel niveau et quelle piste pour la réforme. Nous parlerons également des leviers d'action entrepreneuriale pour l'apprentissage inclusif au Maroc, principalement en s'inspirant de la vision qui a été tracée principalement pour la réforme 2015-2030 pour le système éducatif marocain et qui a pour valeur équité, qualité et promotion. Le troisième point que nous aborderons aussi, c'est la technologie et la démocratisation de l'enseignement. Qu'est-ce que la pandémie, qu'est-ce que le Covid-19 nous a enseigné? Le quatrième point serait de combler le fossé entre université marocaine et le marché du travail. Nous parlerons de nouveaux modèles éducatifs, de la recherche scientifique et également de l'ouverture à l'international. Et finalement, nous conclurons notre panel par une question qui est, on va dire, assez importante et qui concerne le volet investissement. Pourquoi devrons-nous investir dans l'éducation? Et nous aborderons principalement les challenges et opportunités pour les startups. Donc, je commencerai tout d'abord par faire un petit zoom sur les ODD et principalement l'objectif qui nous concerne dans cette discussion, qui est l'objectif numéro 4, à savoir l'éducation de qualité ou bien Quality Education. Donc, l'objectif éducation de qualité ou Quality Education au Maroc, il demeure toujours un défi important qui s'améliore modérément. Si son amélioration est bien soutenue, cet objectif, il sera le Maroc au rang de grand performant en termes de réalisation des ODD, des objectifs du développement durable. Et je ne manquerai pas de signaler que, par exemple, pour les personnes qui nous suivent, nous comptons au niveau des 17 objectifs de l'agenda 2030 et qui ont une portée universelle. Et le Maroc s'inscrit effectivement dans cette portée-là. Et le Maroc, il joue un rôle, ou bien les ODD dans leur globalité, ils jouent un rôle prépondérant dans la politique du développement du Maroc. Plusieurs efforts ont été menés depuis l'inscription du Maroc dans cette vision-là. Certes, il reste on va dire beaucoup de choses à faire et c'est ce que nous allons explorer. Si on aimerait citer en termes de data ou en termes de données, donc l'effort dans l'augmentation de la
part des dépenses, nous avons parlé d'investissement tout à l'heure, donc je mentionnerai que les dépenses au niveau de la recherche et développement dans le PIB, on va dire, ils sont très modestes. Il nous reste principalement 98% de distance pour les atteindre. Nous évoquerons principalement donc, plusieurs actions menées par le Maroc dans quelques instants. Pour ne pas dire, monopoliser la parole et pour bien être fidèle à mon rôle de modérateur, je commencerai par poser une première question à nos intervenants. Et la première question sera: à quoi ressemblerait, selon vous, l'éducation au Maroc en 2030? Donc là, nous nous inscrivons dans la vision 2030. Lorsque le royaume aura atteint ses objectifs de développement durable, comment vous, on va dire, percevez l'éducation? Donc, j'inviterai, voilà, Madame Leïla, votre micro est activé. Je vous inviterai à partager avec nous notre vision. Eh bien, je ne savais pas que le fait de l'activer donnait la parole automatiquement. C'est noté. Donc, écoutez, en écoutant la question comme ça, à quoi ressemblera l'éducation au Maroc en 2030, alors que le royaume aura atteint ses objectifs de développement? D'abord, il faudra, je pense, qu'on pourra noter la coïncidence entre l'agenda 2030, qui est celui des objectifs de développement durable, et celui de la nouvelle vision stratégique portée par le Conseil supérieur de l'enseignement. Ensuite, je vous avoue que poser ainsi votre question me laisse un peu dubitative. Et j'explique pourquoi. Car elle suppose, en plus de bien connaître les 17 objectifs de développement durable, il faut aussi avoir une idée de leur indicateur de suivi. Est-ce qu'il correspond à l'indicateur de suivi mondial? Ou bien est-ce que cet indicateur a été décliné en fonction des enjeux et de la particularité du Maroc? Donc, et ce n'est qu'à partir de la réponse à toutes ces questions-là, peut-être, qu'on pourra apporter une réponse. Sauf que, mettant ceci à part, je reviens à votre question et je dois vous dire que j'y vois un petit peu une invitation au rêve, et je vois qu'elle est porteuse d'optimisme, et c'est tant mieux parce qu'on en a besoin en ces moments, et Dieu sait ce qu'on a enduré ces derniers temps et tout ce que le monde endure. Donc elle est optimiste, et je salue sincèrement ce caractère optimiste de votre question. Je prends donc cette question comme une invitation, comme j'ai dit, à se projeter dans l'avenir, mais aussi une invitation au rêve. Et si jamais, espérons, si on arrive à atteindre ces objectifs, qui sont 17, et si cette atteinte d'objectifs coïncide en même temps avec l'atteinte des objectifs de la vision, de la nouvelle vision stratégique, ben, on sera dans le meilleur des mondes. Donc, ça, sans aucun doute. Maintenant, et pour revenir aux objectifs de développement durable, si on prend en considération uniquement 3, c'est-à-dire l'objectif numéro 1, qui est l'éradication de la pauvreté, l'objectif de l'ODD numéro 3, qui s'intéresse à la santé et au bien-être, l'objectif 4, qui est l'égalité des sexes, et l'objectif 16, qui est la paix, qui porte sur la paix et la justice et les institutions efficaces. Imaginez avec moi si on atteint uniquement ces 4 objectifs. Eh bien, le problème de l'éducation est résolu partout dans le monde. Moi, je ne trouverais même pas de mots pour décrire à quoi ressemblerait un monde dans lequel on aura atteint et les objectifs des Nations Unies pour le développement durable et les objectifs de la nouvelle vision stratégique. Mais l'espoir fait vivre, comme on dit. Et pour finir, moi, je suis de nature optimiste, mais avec tout ce qui se passe actuellement, avec tout ce qu'a révélé la pandémie, avec tout ce que connaît le monde, je me dis que peut-être on pourrait poser votre question à la forme négative et peut-être dire comment sera l'éducation au Maroc si on n'atteint pas les objectifs de développement durable. Pourquoi? Je ne suis pas pessimiste, mais je me dis que nous avons l'obligation de poser cette question à la forme négative parce que même la nouvelle vision stratégique peine à atteindre ses objectifs.
Et les gens qui sont très proches du monde de l'éducation et de l'enseignement savent cela très très bien. Ils savent que la nouvelle vision stratégique peine à avancer et à atteindre ses objectifs. Et donc, en posant l'interrogation à la forme négative, je ne cherche pas à décourager toutes les bonnes volontés qui voudraient s'impliquer, s'investir et investir le champ éducatif. Je voudrais tout simplement les inviter à réfléchir et à anticiper pour trouver un plan B. Parce que c'est sûr que d'ici 2030, il n'y a que 10 années. Donc, il faudra plutôt peut-être anticiper pour réfléchir déjà à un plan B afin de faire face à tous les défis qu'on pourrait affronter. Voilà. Et je reste optimiste. Parfait, parfait. Donc, merci Madame Leila pour on va dire cette intervention qui à la fois a une part d'optimisme et une grande part de réalisme, si on peut le qualifier ainsi. Donc, comme vous l'avez bien mentionné, si tous les objectifs, ou principalement les objectifs que vous avez bien identifiés sont atteints, nous serons dans un Eldorado. Et voilà, donc j'aimerais aussi avoir le point de vue de... On prendra Madame Lamia et on enchaînera avec Sisaba. Merci Yassine. Enfin, je rejoins ce qui a été soulevé par Madame Leila par rapport à l'atteinte des objectifs, bien évidemment, et surtout par rapport aux indicateurs de suivi de ces objectifs-là et de leur réalisation. Mais enfin, il y a une couche que je veux rajouter, c'est un plan d'exécution. Pour atteindre un objectif, il nous faut un plan d'exécution et un plan d'action qui est extrêmement cadencé. Moi, j'aimerais rappeler, c'est quoi l'ODD 4 ? C'est veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Moi, je vais vous répondre à cette question-là avec une perspective de quelqu'un qui dirige un Innovation Lab. Donc, sans frontières, mais vraiment avec une ouverture du possible et du faisable. J'ai une première vision, une vision qui présente l'éducation dans notre pays comme une sphère de service inclusif, intégré et centré sur l'humain et qui permettent de développer chez l'élève et l'étudiant une expérience d'enseignement et d'apprentissage exceptionnelle. Et là, je souligne expérience parce que là, on est aujourd'hui, en 2020, on parle de user experience, client experience, customer experience, so we can talk about student experience. Le deuxième point, créer chez tous nos élèves et nos étudiants, un sentiment d'engagement et de motivation, pas vis-à-vis de leur projet scolaire en soi, mais vraiment par rapport à leur projet de vie. Parce que, in fine, l'école, la faculté, l'enseignement, ça permet juste une réalisation de leur vie professionnelle et leur vie en tant qu'individu. Troisième aspect, moi je vois l'éducation dans notre pays qui stimule la créativité et l'imagination et surtout la prise d'initiative. C'est-à-dire qu'on aura des étudiants, des élèves extrêmement créatifs et qui ont un sens d'initiative incroyable. Et ça, c'est ma vision. Dans 10 ans, et je suis bien là-dessus. Donc, pour ce faire, il y a bien évidemment, il faut designer tout en tant que service, structurer tout ça, on pourra en parler par la suite. La deuxième vision que j'ai par rapport à l'éducation, donc ça c'est la première vision, et la deuxième, elle rejoint tout à fait la première. Un système éducatif en 2030 au Maroc a ses caractéristiques. Il est adaptatif, c'est-à-dire on utilise la data science et les sciences cognitives au service de l'adaptation du contenu pédagogique. Donc on est extrêmement outillé là-dessus. Il est interactif, le système il est très interactif, c'est-à-dire si on suppose l'utilisation des outils digitaux, il y a de l'interactivité, pas ce qui s'est passé dans le Covid, courant le Covid. Et on revient dessus, il y a une question là-dessus par rapport à ça. Un système similaire à du gaming, c'est-à-dire des niveaux où l'élève ou l'étudiant peut valider selon son propre rythme d'apprentissage. Parce que si on prend la jeunesse actuelle, ce sont des jeunes qui adorent le gaming, qui adorent ce level, donc le niveau. Donc, ils performent à un niveau, ils montent dans un niveau. Si quelqu'un a un rythme très élevé, il peut rapidement évoluer dans les niveaux. Si quelqu'un il a un autre rythme qui est différent, il suit le niveau le rythme qu'il a.
Learning by doing. Moi, j'aimerais bien, enfin, une éducation qui prône l'apprentissage en faisant les choses. On n'est pas censé avoir tous les concepts dans notre tête, toutes les pédagogies, tous les modèles, tous les process, mais on apprend parce qu'on applique. Parce que l'être humain, quand il applique, il met en œuvre, c'est là où il apprend. Et le troisième aspect, c'est je vois, enfin, l'éducation, enfin, tous les contenus pédagogiques sont extrêmement liés émotionnellement avec nos étudiants et nos élèves. C'est-à-dire qu'un étudiant, quand il vient, enfin, quand il est dans un environnement d'apprentissage ou transmission de la connaissance, il est émotionnellement attaché à ce contenu. Donc, c'est ça ce que je vois. Enfin, c'est mes deux visions. Ils sont extrêmement créatives et hypothétiques et imaginaires. Mais encore une fois, je l'ai dit au début, moi, je dirige un Innovation Lab. Donc, du faisable et du possible, c'est mon quotidien. Super. Alors, on va se dire que impossible n'est pas marocain. Comme ça, on reste sur la même vision. Donc, moi, ce que je retiendrai de votre intervention, Madame Lamia, qui est assez riche, je dirais expérience étudiant ou student experience, qui s'insère pratiquement dans ce qu'on vit actuellement, qui se base essentiellement sur l'expérience utilisateur ou user experience. Euh, je retiendrai aussi les qualités que devrait satisfaire notre système éducatif en 2030 et qui sera customisé, personnalisé aux besoins des enfants, aux besoins des étudiants de façon globale, et qui comporte un volet pratique très important et qui suit émotionnellement, on va dire, les enfants, qui est adapté à l'ère où nous vivons actuellement. On va dire que tous les secteurs ont connu une réforme, tous les secteurs ont vu un développement, l'éducation devra aussi suivre ce développement-là. Et donc, vous avez parlé de gaming, vous avez parlé du caractère adaptatif. Donc, voilà, comme vous l'avez mentionné, c'est une vision créative et réaliste également. Donc, merci d'avoir partagé avec nous votre vision du système éducatif de 2030. Je céderai la parole à Monsieur Sabri pour nous dévoiler sa vision du système éducatif marocain à la fin de l'agenda des ODD 2030. Merci beaucoup, Yassine. C'est un peu difficile d'intervenir après la richesse des informations partagées par nos chères conférencières, Madame Leïla et Madame Lamia. Vous nous demandez de rêver. Heureusement qu'on a le droit de rêver. Donc mais après, est-ce que le rêve va être atteint ou non? Tout est question d'évolution des choses. Je pense que la pandémie de Covid-19 nous a montré l'importance de l'éducation et de la formation. Parce que si on a vu les personnes qui étaient sur les premières lignes, on a vu les médecins, les infirmiers, mais aussi il y avait les enseignants qui devraient faire tout un travail à distance pour stabiliser les enfants dans les maisons et les calmer parce que c'est toujours difficile de rester encerclés dans quatre murs et de ne pas pouvoir sortir. Donc, c'est un travail de longue haleine, l'éducation et la formation. Ça commence depuis la maison, et puis après l'école. Et quand on parle de l'école, c'est la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, et puis après le supérieur. Et donc, tout est lié. Parlons de l'évolution de l'éducation. Dans le Maroc, le système de l'éducation et de la formation, il a connu beaucoup de mouvements, beaucoup d'évolutions. Les changements qui sont intervenus en 2003, les changements qui sont intervenus en 2008, l'architecture pédagogique qui a changé en 2013, puis après on est sur la réforme du bachelor qui devrait démarrer en septembre, mais à cause de la pandémie, donc ce n'est pas possible, donc ça va démarrer certainement l'année d'après. Et donc, du coup, rien que l'analyse de ces différentes évolutions, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'au Maroc, on n'a pas un système de formation ou d'éducation qui est stable dans le temps. Parce que une génération, elle subit des changements en cours de route. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques de l'éducation et de la formation n'ont pas été stabilisées. Et donc, je pense qu'il manque une vision globale pour ce secteur-là. Alors,
quand on voit un peu ce qui se passe à l'extérieur par rapport à l'éducation ou par rapport à la formation, c'est que les jeunes ou les enfants sont éduqués dès le premier âge sur des valeurs, sur la citoyenneté, mais aussi d'orienter en fonction des capacités de chacun et du rythme de chacun l'apprentissage. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place dans d'autres pays, par exemple le système de l'alternance. L'alternance où, à partir du collège ou du lycée, on essaye d'orienter la personne vers un métier déjà. Et quand on l'oriente vers le métier, donc il est vraiment dans l'expertise parce qu'il est concentré, tous les efforts sont concentrés sur l'apprentissage, sachant qu'une partie elle est faite à l'école, une partie elle est faite dans l'entreprise. Et là aussi, il faut souligner l'engagement des entreprises parce que chose qu'on n'arrive pas encore à avoir avec une certaine satisfaction globale. Si le jour où nos entreprises sont conscientes qu'ils doivent participer à la formation de ces gens-là, je pense qu'on aura tout à gagner. Par contre, on laisse la personne formée à elle seule avec l'école ou le lycée ou l'université. Et ce n'est qu'à partir du moment où il décroche un diplôme qu'on va lui dire maintenant, est-ce que vous savez faire ceci et cela? Donc, il vous faudra une autre formation d'adaptation. Donc, par contre, quand il y aura cette formation d'apprentissage, ça veut dire qu'on souhaite mettre en place un système de formation par alternance en 2030. Je pense que déjà, on aura répondu à plusieurs axes, notamment l'objectif d'éradiquer, pas à 100%, la pauvreté, parce que l'étudiant, avant même qu'il ait son diplôme, il va pouvoir faire la formation et en même temps avoir une source de revenus, ce qui lui permettra aussi d'avoir la visibilité sur les 5 ans à venir, sur les 10 ans à venir, et même les entreprises, ils savent très bien, ils identifient déjà où est-ce qu'ils vont placer chaque élève ou chaque étudiant en formation d'apprentissage. Autre élément très important qui a été souligné déjà par mes chers collègues, la digitalisation. Si notre génération, on a appris l'ordinateur à taper sur le clavier en 1998 ou 99 pour la première fois, il faut savoir que les gens d'aujourd'hui, ils sont nés la souris dans la main, comme on dit. Ils sont tellement liés à ces systèmes électroniques et digitaux que finalement, le rôle de l'enseignant doit changer aussi. L'éducateur des années 70-80, ce n'est plus le même rôle. Donc, on doit réinventer le rôle et la mission de l'enseignant, qui devra être un facilitateur beaucoup plus que quelqu'un qui détient le savoir à 100%. Il n'y a personne qui détient le savoir à 100%, parce qu'en même temps que vous êtes en train d'étudier, de dispenser votre cours, l'étudiant ou l'apprenant peut tout de suite surfer sur le net et retrouver une dizaine de vidéos, une dizaine de contenus. Et donc, la difficulté, c'est dans cette immense quantité de contenu d'information qu'il faut orienter et qu'il faut concentrer sur l'essentiel. Donc, 2030, si on veut analyser un peu les effectifs qu'on aura, et quand on revient, tout simplement, parce que moi, ce qui m'a toujours dérangé au niveau des décisions, quand on met en place des plans d'action, c'est que on dit pourquoi il y a de la massification dans les établissements. C'est comme si ces bacheliers-là tombent la veille et ils ont le bac la veille. Alors que normalement, si nous devons travailler avec une certaine projection, il faut savoir que si nous voulons travailler maintenant pour 2030, il faut revenir sur les naissances de 2013 pour voir les gens qui vont arriver au baccalauréat en 2030. On revient sur 2013, on a quelque chose comme 655 000 naissances. Alors, 655 000 naissances qui vont arriver à l'âge de 17 ans au baccalauréat, on va dire qu'il y aura une déperdition, mais il ne faut pas qu'on l'ait. C'est-à-dire que ce que je compte aussi, ce que je prévois aussi, ou ce que je recommande, c'est d'avoir une éducation pour tout le monde. Et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas validé un brevet que ça y est, on est hors du circuit. Non, il faut qu'on essaie, qu'on puisse faire ce qu'on appelle un recyclage, entre guillemets, permettre aux gens qui ont abandonné pour une raison ou une autre
qui se retrouvent dans un système de formation, peu importe lequel, mais en tout cas, une formation sur un métier, une formation sur une orientation, sur l'entrepreneuriat, sur la création d'entreprises, sur un volet associatif. En tout cas, il faut qu'il soit actif. Toute personne, tout enfant, tout étudiant qui est sur la Terre doit être rentable, doit avoir une valeur à ajouter sur le marché. Donc voilà, grosso modo pour 2030, après on pourra revenir un peu sur d'autres aspects, mais 2030, c'est des étudiants ou des élèves qui sont tous scolarisés, il n'y a personne dans la rue, tout le monde suit sa formation à son rythme, avec l'intégration des nouvelles technologies et un rythme aussi, comme l'a souligné Madame Lamia, un rythme d'apprentissage en fonction des capacités de chacun, mais en tout cas, tout le monde doit avoir une valeur ajoutée dans la société en général. Parfait, merci Monsieur Sabri pour votre intervention qui a soulevé, principalement quand on parle d'éducation, on parle de deux problématiques, une problématique liée à l'accès et une deuxième problématique liée à la qualité. Donc, pour vous, il n'y aura pas question qu'en 2030, on parle de la première problématique, à savoir l'accès. Donc, tout le monde devrait être scolarisé, comme vous l'avez bien mentionné, à sa façon, suivant ses talents, suivant ce qu'il aimerait faire, ses passions. Donc, c'est principalement ça. Vous avez aussi fait le lien entre éducation, entre enseignement et monde du travail. Je reviendrai à ça dans ma question qui va suivre. C'est pour, on va dire, parler, comme vous l'avez bien introduit dans cette première intervention, les compétences, on va dire, du futur ou bien les compétences de 2030 qui devront être, on va dire, le mot-clé et les maîtres mots de l'éducation au Maroc. Donc, parfait. On va dire que vous m'avez bien préparé la plateforme pour enchaîner avec ma question que je poserai à Madame Lamia Husni. C'est une question qui parle et qui, on va dire, évalue en quelque sorte la période dont a passé le monde et particulièrement le Maroc et qui concerne le volet éducation et technologie. Ma question, Madame Lamia, est la suivante. Qu'est-ce que la pandémie Covid-19, selon vous, nous a appris? Quels sont les enseignements que l'on peut tirer on va dire, de cette période assez critique, assez difficile, mais qui nous apporte beaucoup d'enseignements et beaucoup d'apprentissage? Merci. Enfin, c'est une question, elle est dans le contexte et on la pose tout le temps. Dans nos foyers, avec nos discussions avec nos amis, avec nos collègues, c'est une discussion qui revient systématiquement. La pandémie, qu'est-ce qu'on apprend et comment on peut la voir en tant qu'opportunité au fait. La pandémie Covid-19 a imposé la fermeture temporaire des écoles. Et ça, jamais dans l'histoire, dans notre pays, ou en tout cas, et aussi à l'échelle mondiale, autant d'enfants n'ont été déscolarisés en même temps. Cette situation a complètement même perturbé la vie des élèves et des étudiants et des jeunes qui étaient scolarisés. Ça a perturbé le mode de vie, parce que du jour au lendemain, ils se retrouvent à la maison, en train de chercher à suivre les cours. Et ça a en plus renforcé cette marginalisation de certaines catégories d'enfants. Et là, je parle du monde rural. Donc, les 70% de nos populations de notre territoire. Donc, ça a encore une fois renforcé cette vulnérabilité qu'ils ont, cette marginalisation qu'ils ont. Ça, c'est la situation. Mais la crise nous offre aussi une formidable opportunité, une occasion de se réinventer à plusieurs échelles. Et pas seulement à l'échelle éducative, mais sur plusieurs secteurs. Et on a vu notre réponse, elle a fait un petit peu quelque part l'exception, ne serait-ce que pour les masques qu'on a pu produire localement grâce à un écosystème industriel qui est exceptionnel, qui s'est mobilisé lors de cette crise. Donc, on peut faire. On peut énormément faire, on peut créer énormément de choses et on peut se réinventer. L'une des dimensions, bien évidemment, sur lesquelles on peut s'appuyer pour se réinventer, c'est le digital et la technologie, pour transmettre le savoir et à la fois évaluer cette transmission. Ça nous a fait défaut, c'est vrai. La crise, elle nous a appris qu'en situation, on a des éléments à corriger,
on a des éléments à mettre en place. Donc, la technologie et le digital peuvent nous apporter une solution pour transmettre transmettre le savoir et évaluer cette transmission-là. Mais ce que je souhaite surtout souligner, que le digital et la technologie ne sont pas seulement la solution. C'est un moyen pour la solution. Il faut réfléchir que si on utilise la technologie digitale, c'est derrière du service que nous voulons mettre en place. Un service de rendre les cours et les supports de cours disponibles, téléchargeables, ou là, en lecture, ou là en modification. C'est-à-dire, on a un élève, un étudiant, يدخل يلقى الكور مستف مصاوب avec le titre وهذا rapidement et il s'y retrouve. Les outils digitaux aussi, c'est un moyen pour offrir des salles virtuelles de cours dans lesquelles le prof il présente le cours, les étudiants sont là ou les élèves sont là en présentiel avec un calme. J'ai vu quelque part, même avec mon fils, maman, il y a trop de sdaf la conf call. Donc, des salles, les outils digitaux peuvent nous offrir un environnement harmonieux d'apprentissage. Les outils digitaux et les technologies peuvent aussi gérer l'interactivité l'interaction qui doit exister entre un prof, enseignant, et un élève ou un étudiant. Parce que l'interaction se fait classiquement par le visuel et par le contact et par ce contact physique. Maintenant, on est sur le digital. Donc, comment imaginer des outils, des plateformes, de la réalité virtuelle, whatever it is, que nous pouvons utiliser pour améliorer cette interactivité. Et limite, moi j'ai dans ma tête des avatars. Un étudiant avec son avatar, un prof avec son avatar, et à partir de là, il y a de l'interaction. Comment les outils digitaux peuvent apporter et faciliter les travaux de groupe? Nous avons vu des PFE, des projets de fin d'études, des thésards qui n'arrivent plus à conduire le projet parce que tout simplement l'éloignement, la connexion est là est parfaite, chez l'un est parfaite, l'autre il connaît quelques problèmes. Donc comment on facilite les travaux de groupe? Comment on a un système d'évaluation d'acquis digital grâce à la technologie? C'est-à-dire on arrive à suivre nos étudiants et nos élèves, quel que soit le lieu dans lequel ils sont, même dans le milieu rural, et on peut s'appuyer sur des technologies qui sont pas, qui utilisent, on a vu pas mal d'inventions actuellement qui utilisent tout simplement le solde des communications. Et comment on peut suivre l'apprentissage, comment on peut suivre l'apprentissage, l'évaluer et système de notation derrière. Donc il faut tout imaginer. Donc il faut absolument tout imaginer, mais il faut l'imaginer utilisant le digital, la technologie, pour rendre un service de transmission de savoir, un service d'évaluation de cette transmission, d'interaction et d'assurer une école vraiment virtuelle, digitale, technologique. Mais on a tous les moyens actuellement. Parfait. Donc, voilà, on va dire c'est une invitation à repenser l'école plus vers le monde digital. Et donc, on va dire, pour reprendre votre intervention, Madame Lamia, on va dire que la crise du Covid a du négatif comme elle a du positif. Elle a permis, sur le plan négatif, d'approfondir le fossé qui existe entre, on va dire, étudiants dans le monde rural et étudiants dans le monde urbain. Ça concerne principalement le premier axe, à savoir l'accès. Donc, le fait que ces enfants-là n'ont pas accès à une infrastructure digitale qui leur permet d'assurer la continuité de leurs cours, on a perdu ce volet-là. Donc, c'est le point négatif. Et pour ce qui est du plan positif, nous avons nous avons regagné la confiance en le Made in Morocco dans différents niveaux et principalement dans les talents marocains. Et je pense que c'est un élément qui est très intéressant, c'est un élément à consolider même après la crise. Vous l'avez bien mentionné également. Pour ce qui est de
on va dire, l'intégration du digital dans l'éducation. Vous avez énuméré plusieurs exemples qui sont à la fois très intéressants et faisables. Vous avez énuméré bien évidemment aussi des atouts que pourraient permettre d'avoir et de développer la technologie de façon globale. Vous avez parlé de salles virtuelles. Je parlerai aussi de laboratoires virtuels parce que on va dire, il y a eu pas mal de reproches à cette continuité éducative dans le sens d'interaction, dans le sens de qualité, dans le sens de limitation ou de limite en termes de certaines activités. On va parler d'expériences scientifiques, on va parler d'activités sportives. Et dans ce sens, on va dire des laboratoires scientifiques et virtuels pourraient permettre de combler ce besoin-là. Donc, cela rejoint intrinsèquement votre intervention qui fait que la technologie vraiment peut nous permettre de garantir la continuité éducative et encore plus la qualité de cette continuité-là. Voilà, donc j'enchaînerai avec une autre question, mais avant ça, je rappellerai aux personnes qui nous suivent. Donc, nous commençons à avoir des questions sur la plateforme, donc Facebook, sur Facebook. Donc, je m'adresse à tous les spectateurs et toutes les personnes qui nous suivent. Donc, n'hésitez pas, ou n'importe quelle question, سؤال ou بغا يطرحوا علينا على les intervenants ديالنا qui ont une excellente expérience, chacun dans son domaine qui est lié à l'éducation. Donc, ما ترددوش طرحوا لنا الأسئلة ديالكم. Donc, on va consacrer une partie pour répondre à toutes les questions. Donc, comme je viens de le mentionner, nous commençons à avoir dans des post-it des questions personnes qui ont posé leurs questions. J'enchaînerai avec principalement 2 questions. Après, nous ouvrirons le bal pour les questions-réponses. Donc, ma deuxième question est adressée à Si Mohamed Sabri. Donc, je dirais, vous avez mentionné tout à l'heure le monde du travail et vous avez également mentionné le monde du travail et éducation. Je dirais que actuellement, à l'ère du Covid, nous avons vu que le monde du travail a connu une mutation. Nous parlons désormais du télétravail, nous parlons de la nécessité d'avoir une loi qui réglemente le télétravail. On parle de valeur du travail, de robotisation. Comment voyez-vous l'enseignement, on va dire, au service de ce nouveau monde du travail? Comment l'enseignement pourrait-il s'adapter pour former les compétences de la prochaine décennie? Donc, nous parlons toujours à l'échelle 2030. Quelles sont les compétences qui vont être valorisées selon vous? Très bien, merci beaucoup, Yassine. Je commence là où il a terminé notre conférencière, là, ce que nous a appris Covid-19, puisqu'on a appris dans le secteur de l'enseignement, dans un objectif de la continuité pédagogique, nous avons essayé d'être en contact avec nos étudiants et il y a un travail colossal qui a été fait par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et par là toutes les universités et tous les établissements, nous avons pu réaliser un nombre impressionnant d'enregistrements électroniques, de vidéos, de capsules qu'on aurait peut-être pu réaliser pendant une dizaine d'années. Donc, c'est quand même un pas très important qu'il faut d'ailleurs capitaliser parce que il ne faut pas qu'on se dise la Covid-19 il va disparaître, ça y est, on revient sur notre enseignement classique et on oublie tout ce que nous avons fait lors de cette période de Covid-19. Donc du coup, l'apprentissage en fait en lui-même nécessite un certain nombre de conditions, nécessite un environnement. L'environnement qui consiste dans la disponibilité d'abord de l'infrastructure, parce que ce que nous avons constaté durant cette période-là, c'est qu'effectivement, le travail, il est fait, l'essentiel, les enseignants, ils ont fait beaucoup de travail, mais de l'autre côté, au niveau des étudiants, pas tous, ils ont l'accès à ces plateformes. Pas tous, ils ont la connectivité et la connexion nécessaire et le débit nécessaire pour suivre le cours, pour être toujours connectés. Parce que ça ne suffit pas de mettre à leur disposition un support électronique, mais les séances du live nous ont montré en quoi c'est très important
cet échange avec les étudiants, avec les jeunes. Donc, l'enseignement à distance, oui, mais il faut qu'il y ait un accompagnement, des infrastructures nécessaires. Maintenant, revenons à la question pour le devenir des métiers et l'adaptation du système dans l'enseignement, tout est lié. Parce que quand je propose à chaque fois dans mes interventions, dans les différentes conférences, à ce qu'il y ait l'engagement des entreprises et des administrations pour accueillir les étudiants en apprentissage, à ce qu'on adopte l'apprentissage par alternance ou la formation par alternance, c'est dans le but à ce que les enseignements ou les contenus puissent être mis à jour en fonction de l'évolution des métiers au niveau des entreprises. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez un programme ou une filière, pour parler langage, Madame Lamia, vous avez une filière de formation qui a été mise en place par un coordonnateur ou par une équipe d'enseignants, peut-être qui n'ont pas eu suffisamment de contact avec le monde professionnel, donc du coup, ils ont, sur la base de leur expérience d'enseignement, ils ont mis en place une filière qui va être figée peut-être pendant 5 ans, si on la renouvelle pendant 10 ans pour ne pas faire beaucoup d'efforts, et bien c'est tout à fait normal qu'il y ait un décalage. Parce que quand on voit le monde professionnel plutôt, dans les entreprises, les relations avec l'international, ça change tout le temps. Et les entreprises qui sont connectées à l'international, on voit tout de suite changer même les appellations des services. Vous avez un service direction ressources humaines qui se transforme en direction des talents, qui est peut-être direction du capital humain et peut-être gestion des talents, on va l'appeler autrement. Et puis après, vous avez des relations commerciales qui changent en community manager pour suivre un peu l'évolution des choses sur le net, les commentaires des gens, etc. Vous avez les gens qui sont sur la e-réputation pour toujours faire attention à l'image de marque de l'entreprise sur le marché, comment il va être classé. Vous avez des gens qui travaillent sur le référencement de la marque ou de l'entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a de nouveaux métiers qui sont en train de naître déjà et qui vont naître encore parce que quand on voit plusieurs métiers qui vont avoir lieu en 2030 ou en 2040, on les ignore actuellement. Et donc, personne ne pourra prédire exactement les métiers dont on aura et qui vont avoir lieu. Par contre, l'intelligence collective va faire en sorte que les établissements de formation doivent être en étroite collaboration et en parallèle avec le monde des entreprises et de l'administration pour qu'on puisse ensemble mettre en place des programmes de formation avec la souplesse nécessaire qui permet d'adapter au fur et à mesure les enseignements. Et moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les chefs d'entreprise soient dans le conseil de l'établissement pour proposer une force de proposition des programmes, de l'adaptation, de l'évolution. Les représentants aussi de l'administration, de la fonction publique, qui soient dans les conseils pour proposer. On a vu la dématérialisation des démarches administratives, comment il a évolué rapidement lors du Covid-19. Et donc, on avait besoin de le faire et on était même dans l'obligation et dans la nécessité de le faire. Donc, on a vu naître plusieurs autres métiers rapidement. Donc, vous voyez que finalement, la conception des filières de formation ou la conception des programmes de formation doit être de telle sorte qu'il y ait l'implication et la participation active. Je dis bien active, ce n'est pas sur les papiers. Parce que quand on demande, est-ce que vous avez une convention de partenariat avec telle entreprise, avec tel organisme? Oui, on a une, mais c'est sur le papier. Par contre, quand on conçoit un contenu ou autre, l'entreprise elle est absente. Ou même si vous la convoquez, il a d'autres priorités du chiffre d'affaires, etc., que de venir participer à une réflexion sur un programme de formation. Donc, c'est pour ça que je dis, pour faire face à ces métiers nouveaux qui vont naître, il faut que le système d'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique soit en étroite collaboration avec le monde de l'entreprise, avec le monde professionnel, avec les organisations, et que ces dernières, les organisations et les entreprises, doivent être impliquées et engagées plus que jamais dans la conception et de dire que l'éducation, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire seulement de l'université, ce n'est pas l'affaire seulement d'une école, etc. Autre élément que j'aimerais bien quand même rajouter,
parce que pour renforcer l'enseignement, on s'est dit, l'État a pris l'engagement, peut-être que le secteur privé participe à hauteur de 20%. Et vous avez vu toute la polémique qui a été créée durant cette période de la pandémie, quand on a un secteur privé qui n'est pas solide, qui n'est pas très basé pour faire face à ce genre d'attaque, de crise sanitaire. Et donc, on doit repenser tout le système et de repenser aussi que le Maroc, il faut aller au Maroc profond. Il faut aller dans les campagnes, il faut aller dans les zones rurales pour voir un peu la réalité du Maroc et voir aussi la population locale là-bas, voir les enfants et revenir aussi un peu, revaloriser aussi les établissements scolaires parce que dans le milieu urbain, on constate, je pense que mes collègues peuvent partager ça avec moi, on constate des fois des écoles primaires qui disparaissent ou auxquelles on ne donne pas d'importance. Donc, je pense qu'il faut repenser le tout, donner l'importance à l'éducation, parce qu'on ne peut pas penser seulement à la recherche scientifique alors qu'on n'a pas pensé à la base. La base, ce sont les enfants, c'est la formation, c'est le primaire, c'est la formation soi-disant préscolaire, c'est le collège. Donc, il faut qu'on ait un système d'enseignement complet dans lequel interviennent toutes les parties prenantes et qu'ils prennent tous et toutes leurs responsabilités et que l'intégration aussi de ces technologies voit le jour finalement dans les zones rurales, dans les zones reculées et que les opérateurs puissent aussi investir parce qu'il faut investir dans le capital humain. Et pour investir dans le capital humain, ce n'est pas seulement dans la zone urbaine, c'est aussi dans le rural. Et si vous constatez les personnes qui ont le score le plus élevé des notes du baccalauréat, vous faites une petite analyse, vous allez trouver que c'est une fille ou c'est un jeune d'un douar, d'une campagne, etc., qui a une excellente note. On a vu les Marocains, et nous sommes très fiers, leur participation à l'échelle internationale dans toutes les disciplines d'ailleurs, que ce soit dans la recherche, dans le médical, dans la santé, dans l'art, dans les compétitions. La fille des Rachidia qui va partir à la station NASA, qui a gagné les Olympiades de mathématiques. Donc, on a un potentiel. On a un potentiel. Il faut tout simplement qu'on travaille tous ensemble pour que ce potentiel reste au Maroc. Dernier point, si vous le permettez, Yassine, parce que ça me tient à cœur. Quand je vois les programmes, et ça c'est un piège en fait, je le qualifie personnellement, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Les programmes européens avec le Maroc ou les programmes de financement, de bourses pour les étudiants meilleurs qu'on prend du Maroc, c'est une perte sèche pour le Maroc. S'il vous plaît, essayons de voir un système de bourse nationale qui est performant, qui nous permet de garder nos compétences locales au Maroc pour être productives au Maroc. Parce que quand ils partent à partir du moment où ils ont le bac, et ces bourses-là, ces programmes européens, ces programmes des États-Unis, des autres pays, ils ne sélectionnent que les meilleurs. Pourquoi ils ne reviennent pas pour dire on va prendre ceux qui sont nécessiteux, qui n'ont pas les moyens, qui ont des moyennes faibles pour qu'on puisse les travailler? Ils prennent que le meilleur parce qu'ils ont déjà gagné beaucoup de pas puisqu'ils sont meilleurs déjà. Donc, ils leur donnent des bourses pour partir dans leur pays et finalement être productifs dans leur pays. Donc, vous voyez que finalement, on produit des gens, on produit des compétences pour partir finalement être productifs ailleurs. Et donc, ça, c'est le malheur. Donc, il faut que les autorités locales, il faut que le Maroc en entier, que les organisations pensent et réfléchissent sérieusement dans ce genre de programme et permettre aux jeunes Marocains de choisir, rester sur le Maroc, de continuer leur formation au Maroc et d'être rentables au Maroc et de leur offrir un environnement favorable pour qu'ils puissent créer leurs entreprises, créer leurs affaires sans difficulté, aller dans les fonctions clés sans difficulté. Et à partir de là, nous allons travailler tous ensemble notre Maroc. Et c'est comme ça que nous allons développer le Maroc. On ne peut pas le développer en permettant toujours à ces compétences de sortir à l'extérieur
Et quand on veut les faire revenir, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'ils sont déjà installés là-bas, ils ont déjà leur réseau et que aussi le pays d'accueil aussi leur offre tout un ensemble d'avantages irrésistibles, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas dire non. Et donc, ils sont restés là-bas parce qu'ils ont un bon salaire. Donc, finalement, le Maroc, il perd les compétences. Donc, réfléchissons aussi à ce point-là pour qu'on puisse tous ensemble garder notre capital humain. Voilà, c'est Yacine, et nous sommes ouverts pour répondre à toutes les questions. Je sais que les énacteurs aussi, les gens d'Enactus sont en train de nous regarder. Nous sommes toujours là avec vous pour créer. Il faut tout simplement penser à votre Maroc. Il ne faut pas penser toujours voir la fenêtre, il faut voir à l'intérieur, c'est très important. Ce que nous a permis aussi l'apprentissage aussi au niveau de la pandémie, c'est ce phénomène, ces actions de solidarité que je salue des Marocains, que ce soit ceux qui sont au Maroc ou ceux qui sont à l'international, qui ont aidé les familles démunies, qui sont là pour aider les gens qui ont perdu leurs revenus, etc. Donc, c'est très important. Ça nous a permis aussi de retourner à notre famille. C'est très important. On découvre nos enfants, on découvre ce qu'ils apprennent, on découvre d'autres choses. Donc, il faut qu'il y ait cette orientation positive vers la capitalisation de tout ce que nous avons appris et surtout la capitalisation et de garder notre capital dans notre pays. Parfait, merci Si Sabri. On sent le système éducatif marocain et c'est partagé entre tous nos panélistes. Et j'aimerais juste dire un petit commentaire. Donc, il y a nos jeunes acteurs qui suivent le panel, mais on a aussi on va dire des leaders du monde économique et aussi des conseillers pédagogiques, du monde académique aussi. Donc, notre membre du conseil d'administration, Madame Radia, donc, elle soutient l'idée que les conseils d'administration multiparties prenantes au sein des établissements d'enseignement est une très bonne idée. Donc, moi, je dirais que pour reprendre une partie de votre intervention, c'est vrai que l'éducation est un droit pour tous, mais c'est aussi un devoir pour nous tous et un appel et une invitation d'y contribuer tous, que l'on soit étudiants nous-mêmes ou on va dire professeurs, membres d'administration ou du conseil d'administration d'un établissement, qu'on soit parents. Donc, l'écosystème éducatif doit se mobiliser en entier pour pouvoir assurer une vraie réforme et pouvoir mener de l'avant cette mission-là de, on va dire, refaçonner pour le mieux notre système éducatif. Donc, merci beaucoup, Si Sabri, pour votre intervention. J'enchaînerai. Vous avez parlé on va dire, du rôle du système éducatif pour pouvoir faire en sorte que les jeunes de demain et les adultes puissent être on va dire, de vrais citoyens et des citoyens qui honoreront leur mission en tant que Marocains. Et c'est ce qui va me guider et me mener vers une question que je poserai à Madame Leila Ben Slimane. C'est la suivante, c'est la question suivante. Quels sont pour vous les prérequis pour accompagner à former les citoyens marocains en 2030? Donc, quels sont les prérequis pour que l'on puisse avoir des citoyens marocains en 2030? Oui, si Yacine, vous permettez, avant de répondre à cette question, je ne peux pas laisser passer l'occasion de rebondir sur ce qui a été dit. J'ai été concentrée, donc j'ai suivi Madame qu'il y a des cellules ou des gens qui travaillent sur ça. Quand c'est Sabri il prend la parole et il pense à ses étudiants, à l'ENCG, d'accord. Et de temps en temps, il y a le mot école primaire, enfant, rural, montagne qui sort. C'est pas suffisant à mon avis. Donc vous allez m'en excuser, mais c'est pas suffisant. Je sais qu'on s'adresse à des jeunes, mais je voudrais rappeler que ces jeunes avant de les avoir à l'université,
qu'elle soit prestigieuse comme l'université Mohamed VI Ben Grir ou aussi de nos grandes universités partout dans le royaume. Ces jeunes sont le produit de nos écoles, de notre école publique pour la plupart. Et cette école publique, elle est en souffrance. Et donc, peut-être, quand on parle comme ça en français, surtout lorsqu'on parle en français dans un panel comme ça, on a l'impression que tout va bien. Non, tout ne va pas aussi bien qu'on a envie de le croire. On aimerait bien que ça aille bien, mais ce n'est pas le cas. Et si la pandémie, et donc c'est pour ça que je ne répondrai pas à votre question sur les prérequis avant de m'arrêter sur ce qu'a révélé la pandémie. La pandémie, à mon sens, la première chose qu'elle a révélée, bien sûr, à part, on félicite tous nos héros qui ont été à la hauteur. Et j'aime beaucoup un proverbe marocain qui dit donc parfois il faut qu'on ait le courage entre nous de nous regarder dans le miroir et de dire un petit peu les choses telles qu'elles sont. La première défaillance que la pandémie a révélée, il y a la défaillance du facteur humain. Ça, il faut oser le dire. Et ça, je le dis pour moi. Moi aussi, j'étais enseignant, je suis dans le domaine associatif. Nous ne sommes pas parfaits, Dieu merci, parce que Dieu, s'il avait voulu que nous le soyons, il nous aurait créés parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais il nous faut le courage aussi de le dire. D'accord? Et donc, la pandémie a révélé une grande défaillance du facteur humain. Je vous donne un petit exemple. Si la Suède a choisi de ne pas confiner, c'est parce qu'elle a des citoyens qui sont disciplinés. D'accord? On leur dit qu'il faut porter un masque, ils le portent. D'autres pays ne peuvent pas suivre le même chemin parce que leur citoyen a un profil différent. Voilà, donc je referme rapidement cette petite parenthèse. Oui, c'est magnifique, on a découvert le télétravail. Demandez aux chefs d'entreprise et dites-leur combien les employés ont été disciplinés, combien de fois ils ont répondu présent à l'appel pour les réunions. Et dites-leur s'il n'y a pas une bonne partie qui n'a pas profité de l'occasion pour se la couler douce. Osons dire les choses, osons appeler un chat un chat. Oui, il y a des héros. Oui, mais à côté, il y a aussi des gens qui n'ont pas répondu à l'appel. Il y a des enfants qui n'ont pas eu de nouvelles de leurs enseignants depuis que l'école a fermé ses portes. C'est pas la pandémie. Ce n'est pas la pandémie qui a révélé nos faiblesses ou qui a créé un problème. Non, nos problèmes étaient déjà là et la pandémie, elle avait un effet grossissant. Elle a juste agrandi le tableau et peut-être, et j'espère qu'on va en profiter, elle nous a laissé le temps de méditer et d'y réfléchir. Il y a des problèmes au niveau aussi. Qu'est-ce que la pandémie a révélé? Oui, il y a le numérique, il y a eu des cours partout, on a produit, c'est vrai, vous avez parlé de la production de ressources numériques. D'accord, oui, mais analysons ces ressources numériques et ayons le courage de faire une évaluation de ces ressources numériques, de voir un petit peu leur qualité. Notre problème d'ailleurs dans le système éducatif, c'est que nous avons toujours privilégié la quantité par rapport à la qualité. Et c'est pas normal. Non, moi, le fait de me dire qu'on a produit 6000 ressources numériques, ça ne me dit absolument rien. J'ai pu suivre sur les chaînes télé, j'ai pu quand même de très près, j'ai pu suivre beaucoup de choses à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du primaire, au niveau du secondaire collégial et au niveau des lycées. Non, il faudra peut-être, moi je pense que nous avons une opportunité, et là je rejoins Madame Lamia lorsqu'elle a parlé d'opportunité, la plus grande opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est de nous asseoir, d'accord, et d'oser le dire, que ce soit en arabe, en amazigh, en français, en anglais, comme vous voulez, et d'oser dire que nous avons des problèmes et que la solution à ces problèmes, ce ne sont pas les ressources financières, ce n'est pas le matériel. Nous avons une grande défaillance du facteur humain. Vous parlez des universités. Bien sûr que tout le monde n'est pas comme vous et dans toutes les universités, vous n'avez pas des enseignants universitaires qui encouragent les étudiants, qui les accompagnent pour que l'on retrouve des étudiants, comme a dit Madame Lamia tout à l'heure, des étudiants créatifs qui ont l'esprit d'initiative. Non, non, tout ça, toutes ces qualités dont vous avez parlé, Madame Lamia, tout à l'heure, et j'ai beaucoup apprécié votre intervention avec tout ce que vous avez énuméré. Oui, mais ça ne se prépare pas, on n'apprend pas ça quand on a 18 ans.
Ça, on ne l'apprend pas quand on a le bac. Ces choses-là, cette prise d'initiative, la curiosité, toutes ces choses utiles, l'esprit créatif, l'esprit critique, ça s'apprend à partir du préscolaire. Et si le travail n'est pas fait à ce niveau-là, ce n'est pas à l'université, aussi prestigieuse soit-elle, qu'on va le faire. Et d'ailleurs, vous avez parlé de nos étudiants à l'étranger. Oui, parfait, nous avons des sommités, des gens géniaux qui font des études à Oxford, à Harvard, ou ce que vous voulez. D'accord. Oui, mais quand ils reviennent ici, pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas? Ils ne restent pas parce qu'il y a tout un climat qui n'encourage pas. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas que la peinture des murs n'est pas jolie ou il n'y a pas assez de fleurs dans le jardin. Non, ce qui sape l'énergie, ce qui nous casse et ce qui vraiment nous rend carrément, on n'est plus opérationnel. C'est ce contact humain qui ne va pas. Osons le dire, osons parler des frictions dans les sociétés, dans les entreprises, qu'elles soient privées ou étatiques. Il n'y a pas un climat sain. Le jour où il y aura un climat sain, tous nos problèmes seront résolus. Et je donne un exemple pour rester dans l'enseignement. Dans les écoles primaires, qu'elles soient au fin fond du montagne ou dans un village où vous voulez, la solution, on pouvait la trouver. On aurait pu la trouver parce que dans chaque école, il y a des enseignants et chaque enseignant a quand même une petite compétence. Et il y en a un, par exemple, qui construit bien son cours et l'autre qui maîtrise l'outil numérique. Si ces enseignants avaient appris à collaborer, à coopérer, il n'y aurait pas eu d'enfants laissés au bord de la route. Tout le monde aurait profité de ces cours à distance et il y aurait eu une véritable continuité pédagogique. Mais je suis dans les écoles depuis 89 et depuis 2010, je suis partout. Et chaque jour dans les écoles, que ce soit à la ville ou à la campagne. J'y suis même le dimanche dans le cadre d'un programme. Eh bien, vous savez, ce qui casse tout, c'est cette unité entre les personnes. Je vais parler juste de facteur humain. C'est ce facteur humain qui n'arrive pas à suivre. Et c'est ce facteur humain qui n'a pas appris à travailler dans la collaboration. C'est ce facteur humain qui a encore un problème avec ses égos, au point qu'on en oublie l'essentiel, qui sont les enfants, après les étudiants. Vous parlez tout à l'heure de préscolaire, oui, comme j'ai dit, vous parlez comme ça, mais si vous faites un tour dans les classes des préscolaires, et là j'en viens à la question de Yassine, par rapport aux prérequis. Écoutez, moi, si je vous demandais de vous parler du préscolaire, je réponds, je passe. C'est-à-dire, je zappe la question pour parler des prérequis que doivent avoir les éducateurs et les éducatrices. Et je ne parle pas de l'enseignement public, je parle aussi de l'enseignement privé qui est en souffrance. Il y a un problème réel de la formation. Et il y a ce Maroc à deux vitesses. Vous pouvez vous trouver dans un lieu sans le nommer et vous dire que vraiment tout va bien. Vous pouvez vous trouver dans d'autres lieux et vous poser la question si vous êtes vraiment en 2020. Donc, moi, je pense qu'il faudrait peut-être faire preuve de courage, d'humilité aussi, et que les gens qui sont dans le supérieur, ils doivent vraiment apporter ou porter un regard, pas seulement un regard critique, parce que c'est facile de dire ça ne va pas par-ci, ça ne va pas par-là. Moi aussi, je le faisais à une certaine époque. Mais maintenant que je suis sur le terrain, je vois les choses autrement. Et ce rêve de 2030, je n'ai pas osé le rêver. Vous ne m'avez pas posé la question pourquoi je n'ai pas osé le rêver. Eh bien, je n'ai pas osé, je n'ai pas eu la chance de Mme Husni ou celle de M. Sabri parce qu'ils sont à un autre niveau. Moi, je n'ose pas ou je n'ai pas osé le rêver parce que mon quotidien est différent. Et donc, mon unique rêve, moi, vous me dites en 2030, moi, je vous dis 2030, des enfants qui ont des chaussures à leurs pieds, à qui on garantit un repas à l'école. Et même en milieu urbain, des enseignants
qui soient bienveillants, qui soient passionnés par leur métier. Et je vais encore plus loin. Des parents, moi je ne rêve pas, je ne vais pas parler uniquement des enfants, moi je rêve aussi de parents pour 2030, des parents qui soient conscients de leurs responsabilités, parce qu'on se retrouve avec des enfants qui ne prennent jamais de petit déjeuner, parce que la maman ne se lève pas. Donc, vous voyez moi-même mes problèmes, parce que cet enfant, pour qu'il puisse acquérir ce savoir et être épanoui, il faut d'abord qu'il prenne un petit déjeuner à la maison, mais il ne le prend pas. Donc, c'est tout cela qui fait que ça ne va pas. Et nous sommes tous et toutes, quelque part, nous sommes fautifs. Et si la pandémie, avec tout ce qu'elle a révélé de bien et de mauvais, si au moins elle nous laisse le temps de méditer sur tout cela, ça nous aura rendu vraiment un très grand service. Et je reviens, désolée d'insister sur ça, je reviens sur le fait que, et là c'est une contradiction personnellement à laquelle je n'arrive pas à trouver une réponse. Nous avons des Marocains dont on est fier, ça il n'y a pas de doute, et c'est indiscutable. Oui, mais sur le plan humain, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ils ne sont pas dans la co-construction, ils ne sont pas dans la collaboration. Oui, ils ont le niveau. Oui, ils peuvent avoir tous les diplômes qu'ils veulent, mais humainement. Et ça, c'est la grande question. Et je pense que lorsqu'on aura le courage de nous dire, humainement parlant, nous sommes défaillants, et qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est à cause de notre éducation? Est-ce que c'est à cause de l'école? Comment est-ce qu'on peut gérer ça pour sauver ce qu'il y a à sauver? À ce moment-là, on pourra avancer. Même en tant qu'adulte, et ça, je peux le dire, si ça peut servir, en tant qu'adulte, on a reçu une éducation et on s'est reconstruit. On a été obligé de nous reconstruire. On a été élevé avec des idées, un engrenage du crâne parfois, et puis on a travaillé sur nous. Maintenant, on veut que ces enfants, que cette nouvelle génération, si on est conscient des problèmes qu'elle rencontre, et il faut vraiment prendre le problème à la racine. Parce qu'après, vous avez des étudiants. Et je finirai par justement raconter une petite anecdote qui m'est arrivée un jour. Je prenais le train de Marrakech à Rabat et il y avait deux jeunes qui avaient l'air de travailler dans une grosse boîte que je ne vais pas nommer. Eh bien, figurez-vous, Yassine et mes amis, de Marrakech jusqu'à Rabat, ces deux jeunes superbes, l'une a fait ses études en Suisse, l'autre en France, parce que bon, j'étais pas, désolée, j'écoutais, donc c'était instructif, donc j'écoutais parce que ça m'instruisait en quelque sorte. Et donc, de Marrakech à Rabat, ces jeunes ont parlé des problèmes qu'ils ont dans la boîte avec une équipe avec laquelle ils devraient coopérer. Voilà. Donc, je pense que c'est sans commentaire. Le facteur humain, mes amis, laisse à désirer. Ayons le courage de le dire haut et ne pas essayer de le régler avec ses coachings à droite et à gauche. Le problème est beaucoup plus sérieux que cela. Merci. Très bien, très bien. Merci, Madame Leïla, d'avoir souligné le fait que le facteur humain est un facteur essentiel au niveau de l'écosystème éducatif parce que, évidemment, quand on parle d'écosystème éducatif, on parle d'enfants, on parle de parents, on parle de professeurs et ce sont tous des humains. Ce sont tous, vous l'avez bien mentionné, je le redis, donc des humains qui ont besoin, vous l'avez mentionné aussi au niveau des précédentes interventions, donc d'une personnalisation, d'un suivi continu pour pouvoir servir et subvenir aux besoins continus de façon globale, mais plus principalement dans le côté éducatif. Je citerai une intervention euh, de Rokhaya Al-Bouderi, donc qui nous suit, qui est tout à fait d'accord avec vous, Madame Leïla, dans le sens où la crise a pu dévoiler nos défaillances et elle dit les heureuses exceptions confirment la règle. Donc, vous l'avez mentionné dans ce sens. Vous avez parlé de la nécessité d'accorder une attention particulière aux préscolaires, aux primaires, vu que c'est la base. Je pense que nous ouvrirons le bal pour les questions parce qu'on a reçu pas mal de questions et
voilà, nous avons le devoir d'y répondre. J'enchaînerai avec une première question. C'est une question, on va dire, qui concerne la période que nous avons passée et bien évidemment ce qui suivra. Ça concerne principalement le volet outils. C'est une question de Madame Zineb Lemghari qui nous dit comment peut-on garantir l'engagement des étudiants élèves de façon globale audience à travers les outils. Donc, nous avons parlé tout à l'heure d'outils LMS, nous avons parlé de formation à distance, nous avons parlé de télétravail. Ça va être une reprise de l'intervention de Madame Leïla et aussi une extrapolation de cette question-là pour ne pas cerner que le volet étudiant, mais plutôt le facteur humain dans sa globalité. Comment pourrons-nous garantir l'engagement, on va dire, des collaborateurs, des étudiants? Je pourrais peut-être m'adresser à Madame Lemia Husni pour voilà, nous parler. Il a parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de votre expérience en tant que maman, principalement dans le volet accompagnement des enfants, de la requête de votre enfant on va dire, quant à l'accompagnement à distance. Est-ce que vous pouvez nous parler, partager avec nous votre expérience en tant que maman ou bien également votre expérience en tant que Head of Peak Curiosity Lab en termes d'engagement. Comment peut-on assurer l'engagement via un outil, que ce soit en télétravail ou bien au niveau éducatif? En fait, pour répondre assez simplement et assez intuitivement, c'est l'interactivité. L'être humain est par nature un individu qui est social, qui a besoin d'interagir, qui a besoin d'échanger, qui a besoin de discuter. Donc, améliorer l'accompagnement, cela suppose que utiliser le digital et le virtuel, mais dans un sens d'interactivité, c'est-à-dire que même le contenu, il peut être re-engineering, c'est-à-dire revu carrément, que ce soit le contenu des cours ou la manière avec laquelle les cours ils sont enseignés, de manière à ce qu'on favorise l'interaction, l'exercice, l'individu interagit. J'ai vu, quand tu as soulevé l'expérience moi-même avec mes enfants, moi j'ai un garçon qui est extrêmement à l'écoute, qui écoute énormément. Et en fait, quand je lui ai posé la question, est-ce que tu interagis? Elle a dit, moi je fais comme si j'étais dans la classe, je suis en train d'écouter mon prof. Et au fait, je lui ai expliqué que le prof n'a aucun moyen de savoir est-ce qu'il suit très bien la leçon ou pas. Donc, parce qu'il n'y a pas ce contact physique. Parce que tout simplement, il est obligé dans le cours, dans l'enseignement, quand il présente le cours, qu'il pose des questions, qu'il attend des réponses avec le temps de réponse de la connectivité, du Wi-Fi et tout ça. Donc, il y a un temps de retard en attendant que la réponse arrive et tout. Donc, il faut repenser tout ça. Il faut apporter des solutions par rapport à ça. Ce n'est pas en un clin d'œil, ce n'est pas tout de suite, mais c'est bien évidemment de décortiquer le problème et d'avoir une approche centrique, c'est-à-dire sur l'élève, l'étudiant, et de se dire, toi, pour toi, et de lui donner carrément l'expression, pour toi, quelle est la meilleure mode, la meilleure manière de suivre les cours à distance ou de suivre le cours digital. Si on est dans un cadre de virtuel et digital, si on garde cela, parce que la question reste aussi valable, que la pandémie, oui, elle est là, elle a perturbé un certain équilibre, elle a montré des difficultés, oui, mais ce ne sont pas des difficultés permanentes. La nature, la vie, elle adore le changement. Donc, certainement, il y aura d'autres crises, d'autres changements qu'on n'aura même pas imaginés ou prédits. Ça, c'est la nature. Et donc, du coup, il y a effectivement une réponse à ces quelques mois de confinement, de marginalisation ou de rupture de l'école, mais il y a aussi une prospective qu'il faut faire en développant les solutions. Moi, je te dirais à Yacine, franchement, je n'ai pas la solution. La solution viendra à travers vos
votre communauté d'acteurs, mais pas seulement, de nous-mêmes, de tous les porteurs de projets, pourront imaginer des solutions incroyables et qui pourront mettre en place. Allez-y, c'est une question qui est posée à vous aussi. Ouais, c'est parfait. Je dirais que effectivement, donc, si on parle d'outils, on a plein de projets qui concernent le volet digital et qui répondent à plusieurs problématiques. Après, je pense pour le volet outils, il existe actuellement plein d'outils on a beaucoup parlé pendant cette période de confinement de productivité. Moi, je dirais qu'on a eu tendance à oublier un peu le volet humain. On parle de productivité, c'est une première expérience que nous avons vécue tous. C'est la première, je dirais, expérience, je dirais, de notre génération, parce qu'il y a eu des expériences similaires, mais une expérience assez, je dirais, assez particulière comme celle que nous avons vécue pendant ces 3 mois est une première pour nos générations, pour notre génération. Du coup, on dirait, plusieurs initiatives ont vu le jour, plusieurs outils ont pu s'adapter pour répondre à certaines problématiques. Moi, je dirais que ce qui devrait être fait peut-être dans un premier temps serait d'analyser déjà le résultat qui a eu lieu pendant cette période-là pour pouvoir sortir avec une adaptation des outils existants et pourquoi pas, comme vous l'avez mentionné, de nouveaux outils qui répondront à des problématiques soit liées au volet éducatif que nous avons vécu actuellement ou qui ont vu le jour à travers cette période-là, ou c'est la continuité des problématiques que nous avons vécues ou carrément c'est de nouvelles problématiques, que ce soit dans le monde, nous avons parlé de l'éducation, mais aussi du monde du travail de façon globale. J'enchaînerai avec une deuxième question que nous avons eue de la part de M. Reda. Je serai pas fidèle dans le sens de la reprise de toute la question, mais je prendrai la deuxième partie parce que la première partie, on l'a déjà soulevée. La question est la suivante. Comment vous voyez l'éducation au Maroc se transformer pour répondre, on va dire, à l'enjeu relatif au métier de demain? Je pense qu'on a parlé un peu de cette première partie, mais j'aimerais que je focalise la question sur ce volet-là. Donc, on voit où M. Reda voit que l'éducation prend souvent la forme d'une course au diplôme et aux compétences techniques. Je m'adresserai peut-être à Mme Lemia ou à Sey Sabri dans ce sens. On parle beaucoup, quand on parle d'éducation, on parle beaucoup de diplômes, on parle beaucoup de compétences techniques. Il y a des métiers qui sont plus valorisés que certains métiers, alors que si on veut adopter le franc-parler, on dirait qu'il faut de tout pour faire un monde. Il y a plein de métiers, plein de professions qui nécessitent d'être valorisées. Et moi, je vous inviterai peut-être si vous le souhaitez, à donner une réponse ou votre vision des choses par rapport à ça. Que pensez-vous d'éducation perçue comme étant une course envers les diplômes ou vers les compétences techniques? Très bien, je peux commencer. Oui, oui, je vous en prie. Donc je rebondis tout simplement sur l'intervention de Madame Leïla, et puis après je réponds à la question et peut-être même à la première question. Moi, quand je parle du Maroc profond, je sais de quoi je parle. Moi aussi, je suis quelqu'un de la campagne et je me tapais 7 km à pied pour aller à l'école à l'époque. Donc, je sais très bien de quoi il s'agit. Les occupations, ils sont là. Et si j'ai commencé mon intervention par dire que le système de l'éducation, il connaît des changements 2003, 2008, 2013, et puis après 2018. Donc, je pense que ce sont des changements qui ne cessent même pas pour voir le résultat d'un changement, qu'est-ce que ça va donner pour une génération. Et donc, du coup, tout le monde est perturbé. On doit mettre en place un établissement de formation pédagogique des enseignants, puis après, non, on doit enlever l'établissement de formation pédagogique des enseignants. Vous avez des enseignants qui obtiennent le doctorat, tout de suite, on les met devant les étudiants sans aucune formation
didactique, de comment enseigner, comment préparer un cours, comment gérer son temps, etc. La même chose pour les jeunes. Vous avez une licence, venez passer le concours, après vous êtes tout de suite devant les jeunes. Ne parlons pas du secteur privé. Donc, vous avez un bac+2, venez parler aux étudiants, aux élèves, etc. Et puis, donc, au fond, il y a un problème. Et puis, ne parlons pas, je ne veux pas évoquer les considérations politiques parce que chaque ministère ou chaque époque, en fonction du ministère qui détient le ministère, donc il va orienter vers une certaine déontologie propre, etc. Donc, il faut voir l'intérêt général. Donc, je pense qu'il faut vraiment sortir de ces considérations personnelles, politiques, orientation, etc. et tracer une trajectoire pour la formation, pour l'éducation et pour l'enseignement, mais que ce soit une stratégie qui est basée et qui ne dépend pas de est-ce qu'on va faire les cours en français ou le cours en arabe. Non, il y a la mazir aussi qui est une langue officielle, donc il faut qu'on enseigne en tamazir. Les matières scientifiques, on les laisse en arabe. Non, il faut arabaiser tout en Arabie jusqu'au bac, puis après, l'étudiant, il se retrouve tout en français. Il y a c'est toute plusieurs problématiques, en fait, qui sont liées. Et donc, comme disait Madame Leila, l'être humain, oui, il est défaillant, mais c'est le système qui a fait ça. C'est le système qui l'a fait défaillant parce qu'au départ, on avait l'établissement de formation des instituteurs, on avait l'établissement de formation des enseignants du premier cycle, du deuxième cycle, puis après. Donc, il y a quand même une pédagogie, il y a une certaine didactique qu'on enseigne aux gens. Et donc, il sait très bien qu'est-ce que ça veut dire apprendre à un jeune, apprendre à un élève. Et donc, l'éducation passe par là. Je n'oublierai pas aussi le côté technique par rapport à la réussite de l'enseignement à distance. Ce que nous avons retrouvé ou nous avons constaté durant cette période-là, c'est qu'effectivement, le gap s'élargit davantage entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas. Un enseignant que vous appelez, vous n'arrivez pas à le joindre, et si vous le joignez, il vous dit mais j'ai pas les moyens pour me connecter, j'ai pas la connexion, je peux pas assurer un cours à distance, je suis confiné quelque part, et donc il y a cette difficulté. Donc l'infrastructure est la première des choses si nous voulons parler de la digitalisation ou de l'enseignement à distance. Maintenant, la course au diplôme. Effectivement, tout le problème qu'on a, et on le constate depuis quelques années, et vous constatez qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, avoir le bac avec une note de 12,13 ou de 12,14, c'est vraiment un exploit. Le baccalauréat, il avait une valeur, et les diplômes aussi ont une valeur. Et donc, les gens, ils suivaient la formation pour être formés, pas pour avoir un diplôme. Maintenant, le jour où ça a commencé, cette inflation des notes où le seuil de 14 ne dit plus rien, le seuil de 16 ne dit plus rien, le seuil de 17 même. Donc, moi, j'ai vécu des situations avec des familles, leur enfant, il a eu un 16,5, il n'a été sélectionné nulle part. Et donc, du coup, finalement, la dépression, elle est là, malgré tout l'effort. Donc, la note, est-ce qu'elle a une valeur? Le diplôme, maintenant, est-ce qu'il a une valeur? Parce que les gens, il faut qu'ils s'inscrivent dans la recherche de la formation et non pas la recherche d'un titre. Parce que dans tous les cas, le diplôme, ce n'est qu'une petite clé qui vous permettra d'accéder à un poste, d'accéder à un travail. Parce que quand vous êtes en travail dans l'entreprise, vous n'affichez pas, vous ne prenez pas votre diplôme et vous l'affichez tout le temps, de dire non, moi j'ai un master en Angleterre ou j'ai un master en ceci ou en cela, ou bien je l'ai décroché avec la note telle ou telle. Non, on voit ce dont vous êtes capable, ce que vous pouvez faire, quelle est la valeur ajoutée à l'entreprise, combien d'argent l'entrepreneur peut gagner avec vous et grâce à vous. Et donc, c'est ça en fait, c'est les capacités intellectuelles. Donc, le jour où on va dire, je suis en train de suivre les études parce que je vais être formé, pas parce que je cherche un titre, on aura réglé le problème. Parce que aussi, et là, c'est quelque chose aussi que je défends à chaque fois, c'est la formation à vie. Donc, ça ne suffit pas d'avoir un diplôme et de dire, c'est bon, ça y est, je suis arrivé au top. Non, la formation à vie, il faut qu'on arrive à institutionnaliser la possibilité à ce que n'importe qui, quel que soit l'âge,
puisse suivre une formation par rapport à ce qui le tient à cœur, parce qu'à ce qu'il aime, peut-être par rapport à sa passion. Pas seulement d'avoir un diplôme dans une spécialité électronique, mécanique bien précise, mais peut-être dans l'art, dans la décoration, dans la peinture, dans le théâtre. Et ce n'est pas par hasard que dans certains pays, en 2004 ou 2005, si on revient un peu sur le système en France, Martine Aubry à l'époque, il a intégré dans le cadre, dans un objectif de l'employabilité, il a fait la réduction des heures de travail, le nombre d'heures de travail. Ils sont passés de 40 à 35 heures. Pourquoi? Pour un objectif de pouvoir absorber le taux de chômage qu'on avait. Et on avait donné la possibilité, en obligeant l'employeur à ce qu'il puisse aussi financer quelque part la formation des salariés, même s'ils ont choisi une formation qui est loin de l'activité de l'entreprise. Pourquoi? Quel est l'objectif à votre avis? L'objectif, c'est si la personne il perd son travail pour une raison X, fermeture de l'entreprise, dépôt du bilan ou autre, c'est qu'au moins la personne il a suivi une formation sur un autre métier, sur une autre passion, et peut-être que cette passion-là va être une source de revenus plus tard. Et donc, c'est pour ça que même dans les projections des plans de formation dans les entreprises, quelque part, il faut penser aussi côté réglementaire à permettre aux salariés de choisir des formations par rapport à des métiers qu'ils veulent ou par rapport à des passions, parce que quelque part, ça leur permettra de se retrouver en cas de perte d'emploi avec une source de revenus. Donc, en fait, l'éducation, la formation, tout cela, c'est un tout. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'importance de la contribution de toutes les parties prenantes. Donc, il y a les parents, comme disait Madame Leïla, donc il y a aussi l'étudiant ou l'élève qui doit avoir une certaine autonomie, un certain sens de responsabilité aussi, parce que les parents, quand vous ramenez la personne à l'enfant, peut-être l'enfant à l'école, puis après vous le retournez à la maison, etc., vous le coincez il ne prend pas de responsabilité finalement. Moi, ça m'est arrivé, je termine par une anecdote, parce que j'avais quelqu'un qui était là pour recruter des profils pour des pays de Golfe. Et donc, on était ensemble, on est en train d'attendre les jeunes, les candidats. Et donc, les candidats arrivaient, chacun est arrivé bien habillé, etc. Mais il y a deux qui sont arrivés par leurs parents. C'est les parents qui les ont ramenés en voiture. Et donc, ils les ont déposés. Et puis après, tout de suite, il m'a dit, mais c'est qui ce monsieur? Je lui ai dit, c'est le parent de l'étudiant tel. Il m'a dit, cet étudiant, je ne le prends pas. Tout de suite, il n'a pas encore fait l'entretien. Pourquoi? Il a dit, mais il faut d'abord qu'il soit responsable de venir tout seul pour passer un entretien. Et il ne faut pas à chaque fois qu'il soit assisté par le papa. Parce que si j'aurais un problème avec si je le recrute et il y a un problème, j'aurais affaire à l'étudiant, au salarié, mais j'aurais affaire aussi au papa parce qu'il va venir défendre, etc., etc. Donc, c'est une responsabilité partagée. Il faut sortir l'éducation et la formation des considérations purement politiques. Il faut qu'on pense au Maroc, à l'avenir du Maroc, indépendamment des considérations très restreintes. Deuxièmement, il faut qu'il y ait l'implication de toutes les parties prenantes, les étudiants, les enfants, les mamans, les parents, le monde de l'entreprise, le monde des administrations aussi. Et puis après, il faut qu'il y ait une réflexion commune pour qu'on puisse dire que l'éducation, c'est d'abord former le capital humain. C'est pas remplir une personne, mais d'avoir une tête bien faite et non pas une tête pleine. Merci, Yassine, et on est prêt à répondre à d'autres questions si on a. Merci, c'est Sabré. Donc, voilà, c'est un débat, une discussion assez passionnante. C'est vrai qu'une heure et demie n'est pas du tout suffisante. On sent que le temps passe très, très vite. On aurait aimé que ce soit vraiment toute une demi-journée pour pouvoir vraiment cerner le sujet, pour pouvoir en parler davantage. Et j'imagine que même une demi-journée ne sera pas suffisante, tellement l'écosystème est assez grand et les problématiques sont assez grandes et assez, on va dire, assez polémiques. Je pense qu'on a répondu à principalement toutes les questions. Il y a eu une question de Madame Khadija Drissi, mais je pense qu'au passage, on a répondu aussi.
panel et la discussion a été pleine de messages, mais j'aimerais quand même vous adresser ou vous donner l'opportunité d'adresser un dernier message, un dernier call to action à notre auditoire qui est composé d'acteurs de changement qui sont impliqués, engagés pour la construction du Maroc inclusif. Je commencerai par Madame Leila. Madame Leila, quel est le call to action, le message que vous aimeriez adresser aujourd'hui aux jeunes pour les inciter, aux jeunes et je dirais aux moins jeunes, à toutes les personnes qui sont concernées par le domaine de l'éducation pour qu'ils puissent atteindre les ODD de façon globale et plus particulièrement l'ODD par lequel nous sommes concernés aujourd'hui, le quatrième qui concerne la qualité de l'éducation. D'accord, merci. Merci de me donner d'abord cette opportunité, surtout qu'elle tombe à point nommé, comme on dit, parce qu'on vient au niveau de la fondation Zahid de mettre au point une étude qu'on avait commanditée sur le climat scolaire, sur les activités parascolaires, etc., dans des établissements où ces activités avaient lieu depuis déjà 2013-2014. Et donc, maintenant, avec du recul, on voit les choses autrement. Eh bien, à tous les jeunes et à toutes les personnes intéressées par l'éducation, je voudrais partager avec eux aujourd'hui une conviction. Le système éducatif marocain, et je pèse mes mots, ne pourra évoluer, ne pourra être réimaginé, ne pourra être performant. Et vous voyez, je n'ai pas employé le conditionnel, le futur de l'indicatif pour exprimer la certitude. Sans donc ce système, il ne pourra vraiment évoluer et créer la différence que si la société civile s'implique. Ça, pour moi, là-dessus, personnellement, ma religion est faite. Le chantier, comme j'ai déjà dit, est immense. L'État fait ce qu'il peut. Je ne rentre pas dans les détails. Mais comme Sabri l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez dit vous-même, c'est l'affaire de tous, l'éducation est l'affaire de tous, c'est une cause nationale dans laquelle nous sommes tous impliqués. Et donc, j'aimerais dire à ces jeunes, et j'aime beaucoup ce statut d'entrepreneur social qui est mis en avant par votre structure. Et d'ailleurs, beaucoup de mes élèves à l'époque, lorsqu'ils sont partis à la faculté à Marrakech, ils ont rejoint Enactus. D'accord? Mais j'avais planté les graines avant, avec l'association des amis du lycée où ils étaient. Donc, je dis à ces jeunes qu'il y a, et pour parler leur langage, qu'il y a beaucoup de niche market. Il y a beaucoup de niches de marché. C'est ça, Madame Husni. Donc, il y a des niches de marché qui sont capables d'absorber, mais vraiment, des centaines, voire des milliers de compétences. Depuis 2012, nous peinons à trouver des professeurs de musique qualifiés, mais pas seulement qualifiés pour enseigner dans des écoles. C'est-à-dire, en plus d'être un bon musicien, il faut que ce soit quelqu'un qui arrive à l'heure, qui soit ponctuel, qui surveille son langage, qui soit prévenant, qui soit bienveillant, etc., etc. D'accord? Donc, on manque à trouver des gens qui peuvent encadrer des ateliers de théâtre au primaire, au collège comme au lycée. Et nous sommes obligés de faire avec la vieille école, bien sûr avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, mais comme vous dites vous-même, la société est en mutation et elle a envie d'autres méthodes. On ne va pas enseigner aux enfants le théâtre comme on me l'a enseigné à moi dans les années 80. Et donc, nous manquons de ces personnes-là. Et vous savez ce qu'il nous arrive parfois de faire, et c'est malheureux, il nous arrive d'établir des contacts avec des associations étrangères, de leur payer le billet pour qu'ils viennent afin d'assurer un module de formation. Ça, moi, je trouve que c'est honteux. Parce que quand même, on a assez de créativité dans notre pays. On a assez de talent. Donc, où sont les hommes de théâtre pour assurer les formations? Où sont les musiciens? Où sont les fans de science pour éveiller la curiosité scientifique et faire de la vulgarisation scientifique? On trouve de belles ressources numériques sur le net. Je ne le nie pas, surtout des ressources du Canada, de Belgique et de la France. Oui, mais c'est en français. Et dans le primaire, c'est inaccessible. Moi, il m'arrive, parfois je me dis, est-ce que je dois contacter ces gens-là pour leur demander s'ils peuvent nous accorder le droit de traduire?
Où est notre production nationale? Est-ce qu'on n'a pas des jeunes dans les universités qui font physique, chimie et autres et qui peuvent faire des démonstrations scientifiques aux enfants? Pour avoir quelqu'un comme Simon Sefslaoui, le genre de Simon Sefslaoui qui est l'exception, on peut en avoir plein. On peut en avoir plein si on travaille sur ça dès le primaire. Et il y a plein de possibilités comme ça. Il y a aussi, on arrive, tout à l'heure, c'est vrai, à parler du jeune qui est venu accompagné de ses parents. Ben oui, oui, et c'est pas le seul. Et c'est la moindre des choses. Moi, j'en connais qui sont à l'étranger et pour aller passer l'examen, c'est la maman qui les appelle au téléphone pour les réveiller. D'accord? Donc, pour aller à l'heure et pour ne pas rater, bien sûr, ben, j'espère que les jeunes ne se mettront pas en colère contre moi. J'ai un jeune aussi de votre âge, je fais avec. Mais vous avez des talents, vous êtes créatifs, vous êtes géniaux et vous êtes des digital natifs. Et c'est sur vous qu'on peut compter. Et c'est à vous que je demande de manière claire et sans y aller par 36 chemins, si vous êtes passionné d'éducation, le chantier est immense. Il y a un problème et une carence au niveau de la formation sur laquelle vous pouvez travailler. Les recherches scientifiques ont révélé que l'apprentissage par les pairs, le peer learning est excellent. Vous êtes capable de créer un réseau, une plateforme dans laquelle vous pouvez créer cette justice sociale et mettre en lien des enfants défavorisés avec d'autres enfants qui pourraient être à Rabat ou à Casa, où vous voulez, et qui peuvent parrainer et encadrer ces enfants sans être présents physiquement avec eux. Et donc, on serait vraiment dans l'apprentissage par les pairs qui crée cette cohésion sociale. Il y a le tutorat. On peut avoir les idées, les gens de ma génération, les gens qui sont dans le domaine, ils peuvent avoir des idées, mais on n'a pas les outils pour les exécuter. On est dépassé. Et vous avez le côté technique pour les mettre à exécution. On parle de l'esprit critique. L'esprit critique ne vient pas comme ça dans une société où l'on vous élève à dire oui à votre grand-père, à votre grand-mère, à votre père, à votre mère, et vous n'avez sans discuter, sans argumenter. Non, l'esprit critique vient à travers l'initiation à se poser des questions, à travers les ateliers philosophie ou les groupes de réflexion. Et ça, on ne peut pas attendre une réforme. Les réformes prennent beaucoup de temps. Elles sont lentes. 2015, 2030. Non, mais la société civile, elle peut trouver des raccourcis. Et comme ça, Madame Husni, dans son université, elle aura des profils merveilleux, de jeunes qui seront à la hauteur de l'investissement qui est fait dans cette université. C'est vrai, à l'UNCG, il aura également des jeunes pareils. Mais ça se travaille, c'est un travail qui doit se faire en amont. Et je répète, il faut vraiment que la société civile, je parle de cette société, je ne parle pas de la société civile qui devient d'une certaine façon institutionnelle et qui marche avec les bailleurs de fonds uniquement. Non, je parle d'une société civile engagée, je parle d'une société civile patriote, je parle d'une société civile loyale, je parle d'une société civile qui rêve de ce Maroc dont nous rêvons tous. Et cette société civile, c'est vous qui la portez. Tous ces gens qui l'apportaient. Et vous pouvez très bien, en tant qu'entrepreneur, comment vous appelez un entrepreneur? Muqawil Dati. En tant que Muqawil Dati, ou auto-entrepreneur ou entrepreneur social, vous pouvez très bien faire avancer notre système éducatif. Les langues, oui, il n'y a pas d'égalité des chances parce que dans le privé, on enseigne l'anglais, on enseigne le chinois et je ne sais quoi. Eh bien, venez, les écoles publiques sont ouvertes. Venez, mettez en place des cours de langue, parce que je sais que parmi vous, il y a des jeunes qui ont appris le coréen, le chinois et les japonais, tout seuls et via Internet. Mettez en place, trouvez un partenaire, trouvez quelqu'un d'autre qui peut mettre ça, qui peut modéliser votre expérience, qui peut la structurer pour la partager ensuite. Et là, vous pouvez vraiment participer à l'équité des chances, à la cohésion sociale. Et vous pouvez également vivre tout en pratiquant quelque chose qui vous passionne. Et je pense que le plus gros compte en banque ne peut pas égaler le plaisir et le bonheur de contribuer à la construction de l'être humain. Faites de la sensibilisation. Parfois, ce n'est pas ce qui est dit qui est important, c'est la personne qui dit. Et peut-être par votre biais, vous trouverez les mots et le message passera mieux. Et n'hésitez pas, même les parents ont besoin d'être accompagnés. Il ne faut pas se leurrer.
les enseignants, les parents, nous avons tous, à un certain moment, besoin d'être accompagnés. Et la plus grande richesse et le plus grand, si vous voulez, la plus grande belle chose que nous pouvons nous faire les uns les autres, c'est justement de se dire qu'on a besoin d'être accompagnés, qu'on a besoin d'être guidé parfois et de lire parfois de ce reflet dans les yeux des autres pour pouvoir avancer. Parce que sans cela, c'est-à-dire se dire qu'on va s'inspirer de la Suède, on va s'inspirer de la Finlande, on va copier le système allemand, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que les choses vont marcher, mais la société civile, son implication dans le système public peut apporter cette valeur ajoutée. Et une bonne nouvelle à tous ces jeunes qui nous suivent, la bonne nouvelle, c'est que l'institution suit à ce niveau-là. L'institution, et je le dis aussi et j'assume, l'institution suit, elle encourage cette implication. Il suffit vraiment de porter un projet dans lequel il y a une visibilité, porter un projet engagé citoyen et les portes sont ouvertes. Et vous pourriez contribuer à construire l'humain. Et quel beau projet que ce chantier. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci à vous, Madame Leila, pour ce beau message adressé aux jeunes et à la société civile. Je continuerai, mais en format tweet avec Madame Lemia. Si vous pouvez nous donner un message en 2-3 phrases aux spectateurs qui nous suivent, aux jeunes, on va dire à tout l'écosystème éducatif, quel message aimeriez-vous adresser à nos téléspectateurs de façon globale? Et plus précisément dans ce sens-là. Oui. Enfin, je rejoins ce qui a été dit par Leila, donc le call for action from Leila, mais je rajouterai une seule dimension. Exécutez vos idées, réalisez vos rêves. Vous avez fait le choix de rejoindre la communauté d'ENA acteurs. Et ce n'est pas une communauté c'est une forte communauté. Donc agissez. Exécutez. Et l'exécution fera la différence, quelles que soient les circonstances autour de vous. This is my tweet. Parfait. C'est un tweet, c'est vraiment un tweet. Donc, merci beaucoup. Effectivement, acte dans l'appellation Enactus fait référence à action. Donc, l'action, elle prend principalement la grande partie de l'appellation et justement on va dire de la mise en place du programme. Donc, l'action est présente partout dans tout le processus. Merci à vous, Madame Lemia. Je m'adresserai à Si Sabri. Donc, Monsieur Sabri, si vous pouvez nous donner un aussi bref tweet. Alors, je vais essayer d'être bref parce que quand vous me donnez l'opportunité, j'essaie de m'exprimer sur les aspects qui me travaillent chaque jour, etc. La communauté Enactus, moi je suis très content d'intégrer cette communauté en tant que conseiller pédagogique depuis 2013 avec la création de l'équipe Enactus de la FP et aussi d'avoir travaillé avec vous, avec toute l'équipe Enactus pour l'accompagnement. Le constat pour les jeunes, c'est une expérience à vivre. C'est vraiment très intéressant et très important à vivre cette expérience. C'est l'expérience où on se donne à fond, où on fait rêver nos idées. Donc, on les met à l'épreuve, en fait. On les met à l'épreuve, mais c'est une très belle opportunité pour la construction de la personnalité du jeune, parce que c'est important. Ça permet aux jeunes de s'exprimer, d'apprendre l'anglais, d'apprendre à débattre, d'apprendre à négocier. Et quand on a l'art de négociation et de se défendre, c'est que vous pouvez défendre votre projet. Alors, vous pouvez échouer la première fois, ce n'est pas grave. On apprend toujours aussi avec l'échec. Il ne faut pas tout simplement dire que ça y est, c'est terminé, c'est la fin du monde. On peut toujours rebondir, on peut toujours rectifier tout simplement les erreurs et aller de l'avant. Donc, le message qu'on peut adresser, c'est un message d'optimisme. On a vu avec la crise, la créativité des jeunes, en mettant en place des masques, avec un design, en mettant en place des appareils de respiration artificielle, en adaptant. Ils ont acheté des masques et ils les ont adaptés pour les médecins, pour les infirmiers. Donc, il y a toute une créativité qui s'est développée. Ça veut dire qu'on a des idées. Il faut tout simplement les mettre à l'épreuve. Donc, message de confiance aussi, c'est important. Il faut continuer les jeunes à avoir confiance en vous.
La différence des générations, oui, entre les grands-pères ou les parents et ces jeunes-là, parce qu'on n'avait pas les mêmes conditions, on n'avait pas les mêmes soutiens. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tout. Ils ont le soutien, ils ont les moyens, ils ont l'accès à l'information rapidement. Donc, c'est important de l'orienter côté positif. Donc, c'est le message que j'aimerais bien adresser aux jeunes. Il faut saisir les opportunités d'apprentissage partout, à l'école, à l'université, en participant à des actions sociales, à des actions de solidarité. C'est très important. Il faut savoir donner sans attendre un retour. Et c'est très important et c'est pris en considération même dans les entretiens de recrutement. Beaucoup de recruteurs maintenant essayent d'aller vers le bas du CV pour voir les centres d'intérêt du candidat. Est-ce que c'est un candidat qui est extraverti, qui participe à des activités associatives, qui est membre d'un club, etc. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui peut donner sans attendre un retour et c'est très important. On n'est plus dans la sphère où tout est harmonisé, parce que les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, ils sont impatients. Ils veulent gagner tout de suite, ils veulent avoir le poste rapidement, ils veulent avoir un bon salaire immédiatement, etc. Il faut un peu de patience, il faut beaucoup d'optimisme et beaucoup de créativité et d'innovation. Il y a beaucoup d'opportunités, il faut juste tout simplement tourner à gauche et à droite. Il y a plein d'organismes, plein de dispositifs et de programmes d'accompagnement pour aider les jeunes à la création d'entreprises. Il y a le statut auto-entrepreneur, il y a aussi le fonds spécial qui a été initié en octobre 2018 par Sa Majesté, en ayant mis 6 milliards dans le fonds avec les 2 milliards de fonds Hassan II. Et donc, ça fait 8 milliards. Tout cela, c'est pour accompagner les jeunes à la création d'entreprises. Et il faut oser, il faut y aller. Il ne faut jamais dire que je vais attendre 2 ans, je vais attendre 3 ans. C'est le moment ou jamais. On a aussi le statut étudiant-entrepreneur qui permet à l'étudiant d'entreprendre une affaire tout en suivant ses études. Donc, il y a plein d'opportunités qu'on n'avait pas il y a des années et il faut tout simplement en profiter. Un message aussi aux enseignants, il faut adapter les méthodes pédagogiques maintenant. La période où le prof détient le savoir à 100% est révolue. On est dans un monde où l'information est disponible. Il faut que la mission de l'enseignant maintenant, ou de l'instituteur, ou du professeur, il faut qu'il soit mis à jour, il faut qu'il soit adapté par rapport au contexte, par rapport à l'évolution culturelle, par rapport aussi aux nouveaux outils technologiques que nous avons, par rapport aussi à la disponibilité et l'immensité de l'information sur le web. Donc, il faut apprendre à travailler avec ça. Il faut aussi dire que l'enseignant peut apprendre avec l'étudiant. Il ne faut jamais dire que je détiens 100% du savoir. Non, il faut toujours se remettre en cause et d'écouter. Il faut développer la capacité d'écoute. Il faut écouter les jeunes parce que les jeunes, ils ont beaucoup de potentiel. Ils ont des réflexions, ils ont des idées extraordinaires. La plupart du temps, ils sont dans des stades très avancés par rapport à nous. Et donc, il faut les écouter. Et puis après, il faut apprendre la pédagogie, la meilleure pédagogie d'échange en fait de l'information et d'orientation vers le bon sens. Donc, gardez l'optimisme, soyez courageux, osez maintenant, pas après, passez à l'action comme ça a été dit à plusieurs reprises. Et si on a l'échec, c'est pas grave, on apprend aussi avec l'échec. Et nous sommes toujours là pour vous accompagner. Aller dans des activités associatives, c'est fondamental, c'est formateur. Aller dans des organisations qui sont dans le côté culturel, dans le côté artistique, ça vous permet de vous ressourcer, ça vous permet aussi de découvrir peut-être une autre personne que vous n'arrivez pas à découvrir. Donc, parce que quand on participe à quelque chose pour la première fois, on se découvre et des fois, on se découvre d'une manière très agréable. Et c'est assez important de croire à soi et de croire à l'avenir et de garder la note positive. Voilà, donc je termine par l'optimisme et par la note positive. Merci beaucoup, Madame Leïla, pour des informations. On a appris beaucoup de choses. Madame Lamia aussi. Merci aussi à Yassine pour votre modération, mais à toute l'équipe Enactus, Maha et toute l'équipe qui a mis en place cet espace d'échange avec les jeunes.
Nous sommes toujours, vous le connaissez, les organisateurs de Enactus, que je suis toujours preneur de toutes les activités et de toutes les initiatives que vous prenez envers les jeunes. Nous sommes toujours disposés pour échanger avec eux, pour les accompagner, pour les sensibiliser. Merci à vous tous, les personnes qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux. Nous espérons avoir été à la hauteur de vos aspirations, mais en tout cas, nous sommes confiants en vous et on vous souhaite une bonne continuation. Merci, CS. Merci beaucoup à vous, chers panélistes. Avant de clôturer, je vais me permettre d'enlever ma casquette de modérateur. Je vais partager avec vous très rapidement mon expérience en tant qu'entrepreneur social lauréat d'Enactus Maroc. Donc, je dirais que c'est une expérience modeste. Le chemin est encore lent. La problématique et je dirais la preuve la plus éloquente, c'est cette discussion. C'est une discussion passionnante, mais qu'on n'a pas réussi, je dirais, on a envie de l'étendre pour pouvoir toucher à tous les points et c'est vraiment agréable. Moi, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur social, j'ai démarré avec mon équipe en 2012. Nous avons lancé notre projet sur un plan légal en 2015, c'est Educol. Très brièvement, Educol est une entreprise sociale qui opère dans le domaine de l'éducation. Notre vision, c'est d'assurer l'épanouissement aux enfants, abstraction faite de leur classe sociale. Notre cœur de cible, c'est principalement les 5-12 ans. Nous opérons principalement à la base de la pédagogie de la gamification ou la pédagogie du jeu. Nous avons démarré d'un constat simple, le fait que les enfants, je dirais, veulent arrêter et on va dire, ils sont pas intéressés par une expérience éducative traditionnelle, mais ce qui attirait plus leur attention et pourrait redéfinir, recréer leur expérience éducative et la gamification, le jeu, sur un plan présentiel en introduisant aussi les technologies. Nous n'opérons pas uniquement avec les enfants parce qu'à partir de 2012, nous nous sommes très vite rendus compte que les enfants ne représentent qu'un seul acteur de l'écosystème éducatif. On a tendance à se focaliser sur les enfants, mais l'écosystème est assez large. Du coup, nous avons repensé une formation et à intégrer aussi les professeurs dans notre cursus de formation aux nouvelles technologies, à la pédagogie de gamification, aux différentes pédagogies, que ce soit classe inversée, learning by doing et différentes pédagogies aussi, ou bien évidemment aussi méthodologies comme STEM ou STEAM. Nous adoptons une approche systémique, donc en incluant professeurs, établissements scolaires, collectivités locales, centres de protection d'enfance, pour toujours rester dans cette vision-là. Le fait d'assurer l'épanouissement aux enfants, abstraction faite de leur classe sociale, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est difficile, mais nous continuerons à le faire parce que nous sommes passionnés, parce que nous nous sommes fixés pour vision de réaliser cette vision-là. Nous sommes convaincus que ça demande une longue haleine, ça demande un très long souffle et voilà, nous sommes là pour… nous avons dédié, je dirais, notre projet et nous sommes dédiés et nous luttons pour réaliser cette mission-là. Donc, je reprends ma casquette de modérateur. Je tiens à vous remercier tous pour, je dirais, la qualité de vos interventions, pour déjà le temps. C'est vrai que j'ai failli par rapport à ma mission de modérateur en termes de temps, mais c'est 2 heures passionnantes, je le redis encore une fois. Je dirais, c'est dû à la problématique. Du coup, c'est une problématique et à la thématique qui est passionnante. Merci donc pour la qualité des interventions, merci pour l'honnêteté, pour le franc-parler, merci pour le partage de vos expériences. Je prendrai très facilement, très rapidement, en maître mot de la discussion. On a parlé de l'humain énormément, on a parlé du digital, on a parlé de la technologie comme outil, on a parlé de partenariat public-privé, on a parlé de partenariat monde académique et monde professionnel ou le monde du travail, on a parlé de confiance en des jeunes, en des talents et en le Made in Morocco, on a parlé de passion, on a parlé d'épanouissement, on a parlé de responsabilité, on a parlé de société civile et c'est vrai que les hashtags continueront à affluer. Merci encore une fois, merci à Madame Leila qui était avec nous donc de la Fondation Zahid. Merci à Madame Lamia Hosni qui était avec nous de l'UM6P et plus principalement du Peak Curiosity Lab. Merci à Monsieur Mohamed Sabri qui était avec nous de l'INCG Bnimler.
Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir pour moi de modérer. C'était vraiment passionnant et je donne rendez-vous à nos spectateurs toujours dans la continuité du Sustainable Innovation Fest, principalement avec d'autres formations, d'autres panels aussi passionnants et intéressants que celui que nous avons suivi aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt. Bravo, Merci, au revoir. Merci à et tous. bravo aussi à toute l'équipe technique qui a assuré le côté technique, parce que c'est important aussi. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, il faut aussi les remercier. Merci beaucoup, mes chers collègues, Madame Leïla, Madame Lamia, Si Yassine. Aussi, À la je vous prochaine fois. Merci à vous. remercie et ravi Merci, au d'avoir. revoir. Au revoir, c'est vraiment. Au revoir, Madame Barakallah. Leïla. Au revoir. Toujours. Merci. C'est un plaisir. Merci Shukran. beaucoup. Le Plaisir plaisir est partagé. partagé. Voilà, je pense qu'on n'est plus en live. Donc, je tiens à vous remercier en offline pour donc, vos interventions. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi.